Alors, lorsque vous avez terminé de prendre toutes les caractéristiques du bien lors du premier rendez-vous, vous allez rentrer à l'agence ou chez vous et tout rentrer à l'intérieur de votre logiciel. Donc le logiciel immobilier. Donc selon si vous êtes professionnel et que vous avez monté votre structure, dans ce cas-là, il va falloir faire un choix entre différents logiciels, ou sinon vous allez prendre forcément le logiciel de votre réseau, de votre agence. Donc c'est l'un ou l'autre. Je vais quand même vous montrer quelques logiciels, les principaux, pour moi les trois plus connus entre guillemets. Voilà, c'est les trois que j'ai vraiment connus, qui à mon sens sont les leaders du marché. J'en oublie peut-être certains en fonction des zones et en fonction de l'heure où laquelle vous regardez la vidéo. Actuellement on est au mois d'août en 2020. Voilà, il se peut qu'il y ait d'autres logiciels incontournables entre guillemets, mais je pense, sans trop me tromper, que ce sont les trois principaux, pour les avoir vus pratiquer dans beaucoup d'agences. Donc le numéro 1, à mon avis, le leader pour les grands réseaux, ça va être AC3. C'est le logiciel AC3 de ImoFacile. Ils ont travaillé, par exemple, je sais que ils sont plutôt dans les grands réseaux, c'est-à-dire Orpi et ERA, ça c'est sûr, et probablement tout ce qui est Century 21, voilà, tout ce qui est gros réseau, vraiment, grosse structure avec beaucoup d'agences, puisque AC3 a tendance à s'adapter vraiment aux demandes de chaque réseau. Donc en gros, ils partent d'une coquille qui est fonctionnelle, et ils ont tendance à adapter un peu les fonctionnalités en fonction des besoins de chaque grand réseau. Ils ont besoin d'être connectés entre eux, et ils ont des besoins très spécifiques. Donc dans ce cas-là, la C3 est vraiment bien. Hein. Moi, je l'ai pratiqué pendant pas mal d'années lorsque j'étais chez Orpi. Honnêtement, c'est vraiment bien. Et l'avantage d'AC3 qui est également dans Apimo, dont je vous parlerai après, c'est qu'ils ont un système en gros de géolocalisation pour les acheteurs. Chose que actuellement je n'ai pas moi dans Hector et qui est assez regrettable. C'est-à-dire que le fait d'être en grand réseau, par exemple à Marseille, chez Orpi il y avait 7, 8, 9 agences à peu près, donc c'est quand même beaucoup, et il peut y avoir une synergie entre les différentes agences et entre les différents négociateurs, qui fait que lorsque tu rentres un acheteur dans ta base de données, tu peux lui attribuer avec un système de lasso en fait sur une carte qui est géolocalisée. Tu peux définir que par exemple sur tel secteur, tu veux travailler uniquement une zone. Alors, il faut que tu comprennes que quand tu es dans un milieu citadin voilà, tu peux être dans une zone plus rurale, mais en général, les acheteurs en zone tendue, ils cherchent uniquement sur une zone ou sur une zone ici. Et dans ce cas-là, tu peux créer plusieurs lassos, tu vois, pour définir clairement par rapport aux zones. Et lorsque un confrère va rentrer un bien avec une adresse qui rentre à l'intérieur de cette zone géographique, ça va avoir pour effet d'envoyer une alerte automatique, sans que tu aies rien besoin de faire, à ton acheteur, qui va dire que tel bien qui est susceptible donc de rentrer dans les caractéristiques classiques que tu auras renseigné bien évidemment, c'est-à-dire T3 entre 60 et 65 mètres carrés, entre par exemple 130 et 145 000 euros, voilà, tu rentres tes caractéristiques. Si en plus l'adresse précise correspond aux critères de la personne va recevoir automatiquement un mail lui indiquant que ce bien qui est susceptible de l'intéresser arrive sur le marché. Et ça c'est vraiment bien, ça permet vraiment voilà, d'être assez réactif sans faire trop de travail avec les acheteurs, et pourquoi pas faire quelques intercabs au sein des réseaux. Voilà, en disant que voilà, si ton confrère travaille un peu plus les acheteurs que toi par exemple, sachant que dans l'immobilier on peut se concentrer vraiment plus sur les vendeurs ou plus sur les acheteurs en fonction de son profil, de sa manière de travailler, dans ces cas-là, tu peux faire une synergie avec un collègue qui pourra avoir directement le client, qui serait assez chaud et réactif pour ton bien. Donc ça c'est pas mal. ImoFacile, honnêtement, AC3, je crois que c'est un des plus chers, mais ils sont vraiment assez complets. Ensuite, tu as la boîte Imo, Hector. Personnellement, c'est le logiciel que j'utilise actuellement. Ils ont fait ce gros truc. Alors autant AC3, c'est un peu le logiciel des grands réseaux. La boîte Imo, ils sont en train de devenir un peu le logiciel numéro 1 des agences indépendantes. Donc moi et ma compagne qui ont beaucoup travaillé dans les grands réseaux, désormais on a monté notre propre structure et on a choisi donc ce logiciel. On s'est aperçu qu'en effet, ils avaient un peu le même système pour faire des intercables, là, qui est assez novateur. Hein. Ça fait un an que cette fonction est arrivée, où tu vas pouvoir faire des demandes à d'autres agences indépendantes qui sont sur ton secteur à proximité, et donc tu peux avoir des partages de fichiers communs, un peu comme l'AMEPI. Alors l'AMEPI c'est un regroupement d'agences qui existe, je crois, dans la zone PACA, mais bon, en tout cas sur Marseille,
Il se peut que ça existe sur Paris aussi. En fonction des zones, ça a d'autres noms. Je sais que vers Nice, ils ont un autre nom, par exemple. Mais en gros, c'est des regroupements de grandes agences, entre guillemets, qui choisissent de partager leurs biens au sein de réunions qui peuvent avoir lieu de manière mensuelle, etc. Avec des règles qui leur est propres. Donc il y a quand même un partage au-delà des agences pour essayer de se partager un peu le gros du gâteau. Et Hector, ils ont été bien de mettre en place ce logiciel qui fait que normalement, lorsque tu es une agence indépendante, tu as tendance à être indépendant, ça veut dire un petit peu à part, hein, de travailler un petit peu de ton côté. Ben, il y a quand même, malgré tout, ce système-là qui a cette volonté, justement, d'unir, entre guillemets, tout l'ensemble des indépendants. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est vrai que les grands réseaux, on les voit bien hein, sur la carte, mais on voit assez peu les indépendants. Et mine de rien, à Marseille, j'ai été surpris de voir qu'il y avait autant d'agences d'indépendants, qu'il y en avait quasiment plus que les grands réseaux. Donc force est de constater que ça peut être tout à fait une force par la suite d'unir un petit peu, voilà, ça peut être un plus pour les indépendants, de s'unir et il peut y avoir des partages justement qui peuvent se mettre en place. Alors jusqu'à maintenant, Hector, ils n'ont pas encore incorporé ce système par l'assaut, ce qui est un gros problème pour moi, ce qui fait qu'actuellement on travaille moins les acheteurs. Moi je les renseigne dans mon téléphone, hein, je mets des notes qui fait que quand j'ai par exemple fait une visite avec un acheteur, même si cette personne ne se rappelle pas de moi, elle me rappelle dans 3 mois, je vais pouvoir décrocher en disant ah oui bonjour madame machin truc, oui tout à fait, je me rappelle de vous, ah bon, vous recherchez telle chose, telle chose, telle chose. Donc ça c'est bien, mais il n'y a pas ce rapprochement direct qui se fait. Bon, après, quand on est chez un indépendant, pardon, j'arrive pas à parler, on a un peu moins de stock que dans les grands réseaux, forcément, où il y a un peu plus d'agents au sein des structures. C'est aussi comme ça qui se développe. Donc Hector est très bien, ils ont des coûts qui sont, ma foi, ils sont assez bien placés en rapport qualité-prix. Ils ont beaucoup de fonctionnalités très novatrices, ils ont un très bon référencement, et la boîte IMO, ils ont beaucoup de cordes à leur arc, c'est-à-dire qu'ils fabriquent aussi les sites internet, ils s'occupent de faire les passerelles, ils ont beaucoup de partenaires pour éditer les offres, les estimations ou autres. Ils ont un système de référencement avec pas mal de personnes au sein de la boîte qui sont assez à la pointe, donc voilà, c'est une vraie force, on va dire, la boîte IMO. Ensuite, on a Apimo, qui est un peu plus familial, qui a également ce système de l'assaut, qui a une vocation de se tourner un peu plus vers les réseaux sociaux. Maintenant, je trouvais ça un petit peu plus simpliste, moi, et avec le recul, je trouvais qu'Hector, c'était un peu plus pro. C'était un peu plus pro que Apimo. Maintenant, voilà, pour les petites structures, Apimo, retenez que c'est vraiment bien. C'est bien aussi. Voilà, mais il y avait une fonctionnalité ou deux dont je me rappelle plus qui était un petit peu plus à l'ancienne et on a pu se pencher vers Hector qui était vraiment très carré avec beaucoup d'innovation ils ont une force de frappe qui font qu'ils recrutent beaucoup de personnes et également voilà les patrons de la FNAIM etc qui est le syndicat de l'immobilier à Marseille qui ont switché du côté de chez Hector et du coup sur le côté juridique également ils ont beaucoup de voilà, ils font un gros travail de fond. Hein. Il suffit d'aller voir leur blog sur le site pour voir que ils sont assez pointus. Donc, on avait une petite préférence pour Hector. Donc Hector, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Voilà, ils vous foutent votre logo. Vous voyez les biens actifs. Alors, vous fiez pas à bien vendu, bien loué, ça on n'a pas activé. Hein. On s'en occupe pas. Les biens diffusés. Ici, on va rentrer tous les biens. Là, ici, c'est pour tous les intercaps. Donc, je vous ai expliqué, hein, c'est les synergies, les regroupements de partage de fichiers communs au sein de différentes agences d'indépendants. Les contacts, on va renseigner tous les contacts. Bon, là, c'est une partie qui permet de gérer un petit peu les informations de son agence. Ici, je peux gérer mon site directement. Et on a une diffusion sur beaucoup de supports de publication. Alors ça, j'étais assez surpris. On a voilà, presque 36 supports de publication. Nous, en plus, on a pris le bon coin, mais voilà, vous avez beaucoup de contacts qui viennent grâce à ces supports de publication qui sont gratuits. Et ça a été négocié auprès d'Hector. Donc voilà, même si vous, de prime abord, vous prenez pas des supports de publication supplémentaires, et sachez que c'est ce qu'il y a de plus coûteux quand on a sa propre agence, bah, vous avez quand même une bonne publication avec un bon référencement sur des supports qui sont entièrement gratuits. Donc ça, c'est vraiment très bien. Être proprio, je crois acquéreur.com, il y en a quelques-uns qui feront, honnêtement, qui nous amènent beaucoup de contacts.
Donc bah voilà, vous avez tout ça comme support. Super Imo, je crois que c'est pas mal aussi. On a des trucs spécialement pour les commerces, spécialement pour les parkings, etc., etc. Donc c'est plutôt bien, voilà. Et après on a des points juridiques qui apparaissent de temps en temps. Voilà, je vous montre pas tout, c'est des trucs qui sont confidentiels, mais en gros, quand on arrive à l'agence, on va cliquer dans Mes biens, on va cliquer sur Ajouter un bien. Alors bien évidemment, ça sera différent en fonction du logiciel que vous exploitez, mais voilà, malgré tout, je pensais que c'était intéressant pour la vidéo. Donc, offre, alors on a toutes ces étapes, ces 7 grandes étapes, entre guillemets. Est-ce que le bien est à la vente ou à la location? Est-ce que c'est de l'immobilier classique, entre guillemets, habitation, ou est-ce que c'est de l'immobilier professionnel? Alors j'entends professionnel par fonds de commerce, murs commerciaux, droit au bail, etc. Ou est-ce que c'est des programmes neufs? On peut également faire des partenariats avec les programmes neufs. Est-ce que le bien, je le rentre pour le publier, c'est-à-dire est-ce que j'ai déjà le mandat, ou est-ce que c'est une estimation? Voilà, ça serait plutôt une estimation. L'appartement, ou une maison, terrain, ou autre type, hein, ça peut être un immeuble ou autre. Est-ce que c'est un duplex, appartement, immeuble, loft, triplex, studio, rez-de-jardin? Je vous laisse compléter. Alors, vous pouvez mettre un prix ici, vous pouvez mettre la surface habitable ici, le nombre de pièces, le nombre de niveaux, voilà, l'adresse, un numéro de dossier qui doit être mis au pif. Vous venez le remplir. Prenez-en un qui est libre. Est-ce qu'il y a un garage? Est-ce qu'il y a une exposition particulière? C'est à vous de le définir. Vous faites étape suivante. Les photos, vous avez chargé toutes les photos. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire tourner les photos. Il y a un autre logiciel qui était assez pourri, qui permettait pas de le faire, ça me rendait fou. J'ai oublié son nom, ça me reviendra. Bon bref, restez sur les 3 logiciels que je vous ai cités, c'est vraiment les meilleurs. On peut mettre des photos qui sont non visibles, ça peut être bien par exemple quand on a pris en photo les titres de propriété, des plans, etc. Choses qui n'ont pas vocation à apparaître. Là on va rentrer un code postal, il va y avoir une géolocalisation qui va apparaître, ça c'est plutôt pas mal. Ça peut apparaître sur les estimations. Hop, on fait suivant. Composition, moi je le remplis pas, ça c'est plus pour les collègues au sein de l'agence. Ça va pas avoir de répercussions ni sur les estimations, ni sur la diffusion sur le web. Donc je vous perds pas de temps là-dessus. Voilà, vous allez compléter tout ça. Donc la surface, cuisine, est-ce que c'est une cuisine américaine? Kitchenette, une cuisine séparée, est-ce qu'il n'y a pas de cuisine du tout, équipée ou pas. L'exposition, vous le remplissez ici. Nombre de chambres également. Salle de bain, salle douche, je vous ai expliqué. Voilà, est-ce qu'il y a une mitoyenneté si c'est une maison par exemple, d'un côté, de deux côtés, est-ce que c'est indépendant? Mitoyenneté, c'est quand c'est collé et ça partage un mur avec une autre maison par exemple. Il y en a qui apprécient pas. Dernier étage ou pas, nombre d'étages, vous mettez si une cave, un balcon, une terrasse, parking, garage, résidence. Voilà, le type de chauffage, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce qu'il y a un chauffage central ou individuel? Sous quel type? Est-ce que on se chauffe par cheminée? Oui, oui, ça existe. Par l'air, air pulsé. Est-ce que c'est un converteur, un radiateur, un poêle à bois, rayonnant, ou un chauffage au sol, l'énergie, donc gaz, voilà, charbon, climatisation, fioul, granulé, pompe à chaleur. Voilà, ça c'est complet. J'avance, hop, mise en copropriété. Alors bon voilà, là c'était ce qui a un rapport au diagnostic, l'année de construction, vous la remplissez. Oh, ça bug, pardon. Ensuite, est-ce qu'on est en copro, oui ou non? Mettez le numéro de lot, le nombre de lots, ça vous devez poser la question, parce que ça doit apparaître sur le texte de publication. Alors, les annonces, il doit y apparaître la lettre énergétique, le numéro de mandat, le nombre de lots, est-ce qu'on est en copropriété ou pas, et la charge, si c'est une charge vendeur, par exemple, au niveau du mandat. Je crois que ça doit apparaître aussi. La quote-part, donc les charges annuelles. Voilà, donc là on avance. Bon, un numéro de dossier, hein, ça c'est pour archiver ça dans le logiciel. Étape suivante. Voilà, on en arrive au niveau du mandat. Donc ici, vous mettez ajouter pour un nouveau mandant. Alors le mandant, c'est le vendeur. Donc vous mettez le ou les vendeurs. S'il y a un mandat, si vous avez déjà signé le mandat, vous ajoutez. Faites ajouter, vous allez mettre le numéro de mandat, quand est-ce que ça a été signé, etc. Le prix. Net vendeur et public. Net vendeur avec la commission. Charge vendeur ou acquéreur. Bon, en général, c'est charge vendeur, mais bon, ça se peut, il arrive des cas où on peut mettre la charge à la charge acquéreur. Et ici, voilà, c'est là où on peut faire la passerelle. Alors nous,
Hector ne permet pas de générer des estimations. Nous, on a une passerelle avec Gestimo. Je vais vous montrer ça. Donc en faisant cliquer sur passerelle, en fait, ça reprend toutes les informations que vous avez mis précédemment. Donc vous n'avez pas forcément besoin de le remplir une deuxième fois. Donc ça, c'est pas mal. Et ça vous permet de finaliser, de faire un dossier papier. Ça nous coûte Gestimo, je crois, à peu près 70 € hors taxe par mois. Je me rappelle plus du prix du logiciel, mais je crois que c'est une centaine d'euros. Taxe d'habitation, c'est par rapport au revenu, on la collecte pas. Taxe foncière, hop. Si c'est en locatif, vous mettez le numéro de loyer. Si c'est libre, occupé, etc., vous avancez. Et à la fin, diffusion, vous mettez si vous voulez la diffusion ou pas. Moi, je vais mettre non publié. Et ensuite, voilà, les dernières infos, vous faites finaliser le bien. Ça va permettre d'archiver le bien qui soit enregistré dans la bécane. Ça, le jour où vous voulez passer d'estimation en publication en mandat, on avait juste à cliquer sur un bouton. Alors, Gestimo. Hop, on va mettre ça à mon nom. Voilà, est-ce que ça a prospecté, machin truc. Hop, hop, hop. Et là, vous avancez dans les caractéristiques. Donc, le type de bien. Alors, ce qui est pas mal, c'est que voilà, ça peut faire... Alors, j'ai pas rempli l'adresse, mais voilà, ça peut faire une vue satellite du bien. Et vous pouvez le déplacer, c'est-à-dire que... Aucune vue extérieure. Alors, j'ai pas mis d'adresse au bien, hein, j'ai pas renseigné. Mais sinon, ça peut faire apparaître l'immeuble et vous pouvez redresser et faire une photo de l'immeuble comme ça. Ça fait plutôt bonne impression, ça c'est pas mal. Et ça met également les informations, voilà, cadastrales du bien en fonction de l'adresse automatiquement. Je vous montrerai après comment ça édite le dossier. Donc tout ça, vous complétez. Caractéristiques. Là, Gestimo, il peut vous aider à faire le prix. Il suffit de dire qu'est-ce que vous pensez de l'état général de l'immeuble, de la façade, etc. Et en fonction, ça affine un peu par rapport au prix au mètre carré qui sont dans la bécane. Ça vous aide un petit peu à donner une estimation qui est générée de manière automatique. Bon, honnêtement, pour moi, c'est à l'agent immobilier de faire l'estimation et de savoir combien vaut le bien sur son secteur. Ça, c'est des algorithmes, c'est des robots, c'est jamais fiable. Donc moi, je remplis même pas ça. Estimation. Voilà. Et là, il est censé générer un prix en fonction de l'adresse que vous avez fixée. Pardon. Moi, je trouve ça jamais fiable, donc en fonction, j'affine. Si c'est trop élevé, je baisse pour faire un chiffre rond. Ou bien je fais plus voilà, le prix du truc, si j'ai besoin de le réaugmenter. Donc là, moins 3500, moins 3055, ça répercute le prix parce que, vu que j'ai pas rentré l'adresse, il n'est pas capable de me donner un prix moyen du secteur, ni me donner d'indice de qualité en fonction des critères que j'ai mis précédemment. Donc vous pouvez affiner avec un prix ou un pourcentage. Bon, retenez que c'est à vous de faire l'estimation. Donc moi je fais l'estimation, et si j'estime que ça vaut par exemple 90 000 €, je mets soit 80 000 € direct, soit sinon ça met déjà un prix en fonction de l'adresse, et je fais plus ou moins pour arriver au prix que je souhaite. Voilà. C'est pas un robot de vous apprendre votre métier, c'est à vous de le savoir. Ici, bien similaire, ça c'est plutôt bien fait. Alors, Hector, ils font des mises à jour régulières, justement, et ça c'est une fonctionnalité qui est arrivée il y a peu de temps, et ça permet donc de prendre des biens qui sont... et ça, C3 pouvait le faire, c'est pas mal. Vous prenez des biens qui sont déjà sur le marché, et ça vous permet de faire des comparatifs. En fait, pour appuyer votre argumentaire, pour expliquer comment vous en êtes arrivé à ce prix-là, quand j'étais en réseau, on avait tendance à faire 3 ordres de prix qui sont classés en fonction d'un feu tricolore, c'est-à-dire vert en passe, orange en passe avec prudence et rouge en est à l'arrêt. Dans le vert en passe, c'était les biens qui ont été vendus. Donc là, tout va bien. Vert, c'est le bon cas. C'est là où on prend des biens similaires sur le marché, avec des caractéristiques identiques aux biens qu'on estime, pour expliquer que la stratégie a bien été menée. Donc en gros, il y avait estimé par exemple à 140 000 €. Premier prix de publication, on écrivait 155, et après, baisse de prix 150, et vendu, tac, je mettais un prix qui était proche de celui de l'estimation. Pour expliquer aux personnes, bon, vous voyez, on l'estimait à temps, les personnes ont souhaité vendre un petit peu au-dessus du prix de marché, finalement il y a une petite baisse de prix, et ça s'est finalement vendu au bout de, il y avait le nombre de jours, par exemple 120 jours, au prix de l'estimation. Donc on pouvait dire, argumenter auprès des vendeurs en leur expliquant, voilà, si les vendeurs nous avaient écoutés à l'époque, probablement que le bien serait vendu beaucoup plus rapidement. Ensuite, il y avait les biens en orange, c'était les biens disponibles, les biens
qui étaient toujours sur le marché, mais assez similaires. Donc sur les biens, sur les gens, il y aurait tendance à rentrer plus ou moins en concurrence. Et les biens non vendus en rouge, les biens qui n'ont pas été vendus depuis plusieurs mois. Donc là, il y avait des biens, voilà, estimation à 150, mise en ligne à 200, et finalement toujours présent sur le marché au bout de 250 jours à 180. Voilà, pour expliquer que voilà, vous voyez qu'on est déconnecté du marché. Finalement, le prix dégringole, mais on n'arrive pas à vendre quand même parce qu'il y a un effet d'usure. Les gens, à force de voir le bien en ligne, ont tendance à se dire tiens, il n'a pas été vendu depuis des mois, oula, celui-là, surtout pas, je vais même pas le visiter. Donc là, voilà, c'est bien similaire. Au niveau de l'avis, on peut mettre des avis, voilà, bon. L'urbanisme, on peut rajouter des informations d'urbanisme. Et à la fin, moi, je rajoute, parce que précédemment, là, ici, ça mettait un prix fixe. Ici, je mets toujours une fourchette. Donc je mets, par exemple, entre 100K, voilà, 100K, 120K. Voilà, c'est bien d'avoir un entonnoir pour dire que, bien évidemment, tu peux pas faire un prix fixe, c'est-à-dire en fonction des personnes. Ça va être l'investisseur, le choix à raison, et ça va être l'habitation, le choix coup de cœur. Tu vois, la vérité un peu entre les deux. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et après on peut éditer ça soit forme portrait, donc verticale, ou horizontale. Voilà. Et faire apparaître différentes caractéristiques. Ici on clique sur l'édition au format PDF pour l'éditer en PDF. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble... Alors... Grosso modo, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Après, je vous ferai tout le... Alors, attendez, je me concentre. Hop, voilà. Je vous ferai après l'explication. Donc en gros, ça ressemble à ça. Bon, là, c'est au format horizontal. Hein. Ça peut être vertical comme ceci. Tiens, on va prendre celui-là, il est plus joli. Donc ça reprend les caractéristiques du bien. Alors comment je peux faire apparaître sur la même fenêtre? Hop. Non, c'est pas mieux. Peut-être comme ça. Voilà. Ok. Donc là, les caractéristiques du bien, notre agence, le conseiller qui s'est déplacé, ici le plan d'urbanisme, références cadastrales qui apparaissent, et des petites vérités sur le secteur. Donc en gros, ça c'est un petit résumé que vous pouvez lire à chaque fois, ça c'est bien fait, vous voyez écrit « Ce secteur est composé d'une majorité d'appartements qui sont en général de 3 pièces, les bâtiments sont récents avec des constructions entre 1990 et 2000, je vois pas bien, 2003. Cette zone est habitée par des propriétaires et des locataires. Voilà, il y a un équilibre en fait. Donc vous voyez ici, forte majorité d'appartements, moyenne de 3 pièces, entre 90 et 2000. Voilà, tout ça c'est le logiciel qui fait, c'est pas mal, ça permet d'argumenter aux vendeurs. Les points d'intérêt à proximité, donc santé, transport, éducation, administratif. Vous voyez, voilà, la personne habite à un endroit et ça montre un petit peu que vous connaissez bien le secteur. Ici, les différentes caractéristiques que vous êtes venu prélever. Les forces et les faiblesses, donc en l'occurrence ici les forces, environnement, agréable, stationnement, le fait que ce soit moderne, proche commodité, potentiel locatif. Les points faibles, pas d'extérieur. Chez nous à Marseille, les gens ont beaucoup besoin d'un extérieur dans les appartements. Le fait que ce soit au rez-de-chaussée, ça les gens n'aiment pas trop, préfèrent que ça soit à partir du souvent au premier ou deuxième étage. Et les travaux d'électricité envisagés, voilà. Quand le tableau électrique n'est pas refait, il y a beaucoup d'anomalies, ça c'est un mauvais point. Les photos, ensuite il y a des caractéristiques, ça pareil, c'est Gestimo qui rajoute, c'est des caractéristiques socio-économiques sur le département, sur le code postal et sur le secteur. L'âge des personnes, donc ici par exemple une majorité de... c'est à peu près pareil hein, sur le département. Les typologies de famille, personnes seules, personnes sans enfants, avec enfants, famille monoparentale, autres, catégories sociaux, professionnels, ouvriers. Ici c'est une majorité de profession... Je vois rien. Est-ce que vous y voyez, vous? Profession intermédiaire, voilà. Et cadre intellectuel, cadre et profession intellectuelle, et employé actif. C'est à peu près la majorité. Il y a un peu moins d'artisans. Bon, on continue comme ça. Le prix au mètre carré, pour les appartements et les maisons, sur le département, voilà, sur le code postal, sur le secteur. Vous voyez que c'est assez complet, hein, capacité financière des ménages, les taux d'intérêt qui ont tendance à baisser, donc tout ça, ça vous aide à argumenter. Donc là, il y a un prix qui apparaît, et tiens, à l'époque, je le faisais pas, mais en général, dessous, je l'ai peut-être écrit au papier dessous, je mets entre 170 et 180, par exemple. Voilà, j'aime bien faire une fourchette à chaque fois.
Et à la fin, il y a un lexique. Donc ça, vous pouvez lire un petit peu. Je vous laisse faire des pauses avec la caméra. Données d'urbanisme, contraintes, droit de préemption, projet d'aménagement, biens, moyens du secteur, éléments de comparaison, impôt foncier, charge annuelle totale, charge de copropriété, honoraires de commercialisation, prix moyen des logements sur le secteur, prix constaté de mise en vente, évolution mensuelle du prix d'offre des logements sur le secteur, sur le code postal, pardon, construction neuve au sein du code postal et de la commune, indice de capacité financière, indice de vente, indice de mise en vente, indice global, libre à la vente, indice de qualité, valeur logement, valorisation des annexes, valeur totale. Et après, des mentions légales, hein, voilà, qui sont reprises. Donc ceux qui connaissent pas, qui veulent approfondir, ou ceux qui reçoivent une question qu'ils ne maîtrisent pas, ben voilà, vous avez également un petit lexique immobilier qui est pas mal. Ça, je vous conseille pas de les apprendre bêtement par cœur, mais c'est des choses que vous devez savoir en tant qu'agent immobilier. Donc voilà à quoi ressemblent les estimations. Donc vous allez les remettre, et quand vous les rendez, et quand on arrive au niveau du prix, hop, vous utilisez la technique du FTG. Tu fermes ta gueule et tu écoutes les réponses. Que ce soit verbal ou non verbal, tu observes et t'attends les réactions. Ouais, pour savoir, voilà, c'est un peu ce que vous attendez, etc. Voilà. Vous essayez de questionner les gens pour essayer d'avoir leur réaction à chaud, histoire qu'ils ne disent pas « Ah oui, très bien, merci, bon, bah, je vais faire le point avec mon mari, on vous rappellera ». Non, ça, toi, tu dois savoir, en sortant du rendez-vous, ce qu'ils ont pensé de l'estimation, est-ce que c'est déterminant ou pas sur le prix de vente, et si possible, tu dois avoir tout le temps les deux interlocuteurs. C'est-à-dire, tu dois saisir qui est le décisionnaire un petit peu dans le couple, hein, et voilà, et dire que pendant le premier rendez-vous, ah d'accord, monsieur n'est pas présent, bon bah, si vous êtes d'accord, lors du deuxième rendez-vous, lorsque je remettrai l'estimation, j'aimerais qu'il soit présent également, histoire que voilà, je puisse lui expliquer également comment est-ce que je suis arrivé au prix d'estimation que je vous ai divulgué, voilà, que je vous ai rendu. Donc ça, c'est important d'avoir les deux décisionnaires, parce que si vous avez que madame et que c'est monsieur qui décide, ou si vous avez que monsieur et que c'est madame qui décide, vous allez travailler pour rien. Voilà, vous n'aurez pas votre vrai interlocuteur en face, et vous allez perdre beaucoup de temps. Donc ça, c'est très important. Donc voilà comment est-ce qu'on procède à une estimation. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je suis arrivé à faire ce calcul, comment vous allez pouvoir vous former, et quel support, quels outils vous allez pouvoir utiliser pour avoir une confirmation, pour avoir une aide extérieure, pour vous aider à estimer n'importe quel logement sur n'importe quel secteur.